Quand vous êtes Canadien, blanc ou Argentin, et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et donc cette représentation de l'autre, l'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Donc voilà, voir quelqu'un qui est en règle, essayer de savoir d'où vient cette personne, pourquoi cette personne vient. Ça, les Européens ne se demandent même plus ça. Ils vous croisent, vous êtes étranger, vous avez l'air étranger, vous êtes venu pour la tarte à la crème. Non. Donc l'Europe doit se respecter davantage. On ne vient pas que chercher du pain. On peut venir aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour la culture européenne. Donc l'Europe aussi nourrit un vrai mépris d'elle-même en pensant qu'il n'y a que l'alimentation qui amène les gens. Elle n'a que ça à proposer. Je pense qu'elle a plein d'autres choses à offrir. Personnellement, j'en ai vraiment assez de ce clivage blanc, noir, européen, africain, africain, européen, noir et blanc. Je n'en peux plus. L'histoire a eu lieu, ok? Il y a eu un contact entre l'Europe et l'Afrique, ok? Ça a été violent, tout le monde le sait. Passer le reste des siècles à venir à le répéter ne changera strictement rien. Donc maintenant, pour moi, ce qui serait utile, c'est de dire, ok, on a un passé commun avec des choses négatives. Maintenant, imaginons des choses positives entre nous aujourd'hui. Donc, il faut que l'Afrique perde son complexe d'infériorité, son complexe colonial, et commence à regarder l'Europe comme un partenaire de négociation d'égal à égal. Et il faut que les Européens perdent leur complexe colonial aussi, leur complexe de supériorité. Donc voilà, et quand ils nous regardent, c'est pas l'Africain, c'est mon semblable être humain qui a les mêmes droits que moi. Donc il faut qu'ils arrêtent d'exploiter l'Afrique et de nous donner les restes de ce qu'ils nous prennent et nous vendre ça comme de l'aide humanitaire. Donc voilà, il y a des complexes des deux côtés. L'Afrique, le complexe d'infériorité, l'Europe, le complexe de supériorité. Et alors, aller faire de l'aide humanitaire en Afrique, vous savez, quand les Européens viennent investir en Afrique, ils appellent ça de l'aide au développement. Mais ils viennent gagner de l'argent, c'est tout bêtement et cyniquement du business. Donc il faut juste qu'ils soient assez intègres pour dire on fait des affaires avec les Africains. Et puis il faut que les Africains aussi arrêtent de se lamenter sur leur sort. Ah, la colonisation, je suis désolé. Maintenant, quand quelqu'un détourne des milliards de son pays, ce n'est pas la colonisation. Voilà, ce sont les défaillances des dirigeants africains d'aujourd'hui. Et il faut arrêter de se dédouaner à bon compte. Voilà, pour se regarder maintenant d'égal à égal et réclamer un monde meilleur et pacifiste. Voilà. J'aime écrire parce que c'est une condition vitale pour moi. C'est pas une condition de notoriété ou de succès. Quel que soit le succès, je sais que je serai comme je suis là aujourd'hui. Parce qu'en fait, si je n'écris pas, ça ne va pas bien. Et comme je n'ai pas envie d'aller à l'asile des fous et des folles, je vais tout le temps écrire. Ma grand-mère, elle sait cette nécessité-là. Alors, elle me dit, le succès, c'est un accident. Mais, alors quand elle me dit ça, mais c'est un hasard, elle dit dans notre langue. Moi, je traduis, c'est un accident, mais au sens latin du terme, accedere, ce qui survient. Ça survient, c'est pas moi qui le décide, mais c'est un bénéfice supplémentaire, ce n'est pas l'essentiel. C'est une conséquence. Ce n'est pas le succès qui permet les choses. C'est l'écriture qui existe d'une manière intrinsèque, indépendamment de tout le reste, qui m'est nécessaire. Le reste, ça peut venir ou ne pas venir. Et ma grand-mère le sait. Et en plus, je suis très casanière. Donc ma grand-mère, quand j'ai eu du succès, elle s'est inquiétée parce que je n'ai jamais aimé la foule. Parce que je suis dans la vie une fille très rangée. Je peux rester 2 semaines dans mon appartement, je descends juste pour prendre le courrier. Et je m'enferme et je travaille. Et toute petite, j'étais comme ça. Donc ma grand-mère, elle m'a dit, quand j'étais vue à la télé, parce qu'à un moment, elle m'entendait à la radio tout le temps, Fatou Diom, et elle a fait téléphoner pour me demander qu'est-ce que j'avais fait encore. Et j'ai dit, je n'ai rien fait de mal. Elle me dit, on parle Fatou Diom, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, c'est à cause de mon livre. Et elle m'a dit, n'oublie pas, on ne cherche pas la vie dans les yeux des autres. Donc les autres, ils te regardent parce qu'aujourd'hui, tu es comme un petit bijou qui brille. Ils ont envie d'approcher pour regarder. Mais n'oublie pas que même quand le petit bijou, il ne brille plus, ça reste un bijou.
J'ai gagné mon premier salaire. J'avais 12 ans et demi en Gambie, à côté du Sénégal. Je suis partie travailler là-bas l'été. Et depuis, j'ai travaillé tout le temps pour mes études. Voilà. Des petits boulots, ménage, garder des enfants, piler du mil pour des gens qui payent, chercher l'eau à la fontaine publique. Marchande de poissons, j'achète du poisson au port de pêche de Mbour et puis je vends en porte-à-porte. Des cacahuètes, comme ici. J'ai fait des tas de petits boulots. J'ai même travaillé dans un service d'hébergement du 160 de l'armée française à Dakar. Je faisais aussi des ménages dans une espèce d'hôtel. Non, j'ai travaillé tout le temps. Et puis c'est en 1994 que je suis venue en France. Et j'ai continué les études de lettres à Strasbourg. Moi, j'étais une femme de ménage en Alsace pendant 6 ans. Et j'en ai pas honte. Parce que j'ai fait femme de ménage comme d'autres pouvaient faire ingénieur, ou diplomate, ou professeur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la même démarche de gagner sa vie honnêtement. Si j'avais été voleuse ou prostituée, peut-être que je n'oserais pas dire. Mais je considère que j'ai refusé tout ce qui, pour moi, n'était pas moral. J'ai accepté de vendre ma sueur pour vivre. Donc je ne dois rien à personne. Quand je suis femme de ménage ou quand je suis écrivain, je parle à tout le monde de la même manière, c'est-à-dire les yeux dans les yeux. Parce que être femme de ménage, ça me permettait de régler mes problèmes sans quémander. Je ne voulais pas le RMI en France, le revenu minimum d'insertion. On donne aux pauvres, on les aide. Quand on a l'habitude de quémander, de dire merci, on finit par perdre sa dignité humaine. J'ai refusé ça. Je préférais être une bête de somme, un âne, travailler dur, parce que travailler dur me permettait d'être consciente qu'en tant qu'être humain, j'assumais ma responsabilité vis-à-vis de moi-même. Il était à moi de trouver comment vivre et avec quoi. Maintenant, ce qui me choquait, c'est que quand vous faites des ménages, les gens y pensent, enfin les gens, certaines personnes pensent que vous êtes à peine plus intelligente que le balai. Parce que c'est vous qui bougez le balai, donc... Et ils pensent que vous êtes vraiment comme... surtout, vous êtes noire, vous êtes femme de ménage, donc forcément, c'est parce qu'elle est idiote, cette fille. Et quand vous avez besoin de gagner votre pain, vous ne pouvez pas tout de suite tout dire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comme quand j'étais petite et qu'on n'a pas droit à la parole, on regarde, on analyse, on observe, on compare. Et en écrivant, j'ai voulu mettre l'absurde jusqu'au bout. C'est-à-dire quand les gens sont capables d'une certaine bêtise, ce n'est pas la peine de rectifier tout de suite. Il faut les laisser aller jusqu'au bout de leur bêtise. Quand ils cognent au mur, ils reviennent tout seuls et ils respectent. Il y a dans le visage de l'emploi et puis Cunégonde à la bibliothèque, il y avait un patron, quand j'arrivais, il disait « Ah, Cunégonde est arrivé !» Et Cunégonde, c'est un personnage horrible de Candide de Voltaire. Et il disait ça pourquoi? Parce qu'il pense que je ne pouvais pas comprendre la référence littéraire. Et un jour, on s'est réellement croisés à la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Et c'est seulement là qu'il a compris que je faisais des études de lettres et que quand il disait ces mauvaises choses, j'étais tout à fait capable de comprendre. Et ce jour-là, ce n'était pas moi qui étais l'idiote, c'était lui l'imbécile. Mais je préfère le rire. C'est que la colère, elle suffoque tout. La colère, elle étouffe les idées. L'humour, ça permet aux idées de s'ouvrir, de s'épanouir et d'aller jusqu'au bout. On peut sourire et réfléchir en même temps. Je préfère sourire caustique, d'ailleurs, un peu comme dans Candide de Voltaire ou chez Marivaux. Les imbéciles disent toujours la vérité chez Marivaux. Voilà, ce sont les idiots qui ont compris. Mais ils savent tellement que la vie là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien de cogner les murs, il faut y aller tranquillement. Quand je commence un livre, je ne sais pas où je vais avec. Et je peux le détruire à la fin si je ne l'aime pas. Et du coup, je signe toujours un seul livre avec un éditeur. Et le suivant, on ne sait pas quand. C'est quand moi j'ai fini que je me sens le courage de montrer ce texte. Je viens avec mon texte, je dis, j'ai fait ça. S'ils aiment, ils prennent. S'ils n'aiment pas, les personnages ne demandent pas à manger, à boire. Ils vont aimer peut-être le suivant.
Mais moi, je fais des livres indépendamment des dates de publication. Là, le suivant de celui-ci, il est prêt depuis l'année dernière. Je ne veux absolument pas qu'il sorte maintenant parce que je ne me sens pas prête pour le remettre. Et j'en ai écrit un autre. Et maintenant, j'en termine un autre. Mais je ne veux absolument pas sortir un livre chaque année. Parce que je trouve que émotionnellement, ça prend beaucoup de mois. Et s'ils n'aiment pas le titre, je dis, c'est pas grave, c'est avec ou vous ne publierez pas. Par exemple, Inna Soufi Novi en automne en France, c'est fait pour déprimer tout le monde. Enfin, ceux qui se découragent tôt n'auront pas le temps d'aller voir ce qu'il y a dedans. C'est pas grave, c'est pas seulement le commerce qui compte. Mais je voulais mettre Inna Soufi Novi, parce que le I, c'est la voyelle la plus fermée de la langue française. Et je voulais parler des restrictions, des choses qui manquent. Une tête d'épingle dans notre vie et on se sent perturbé. Et ces I-là, je voulais que ce soit 3 fois dans le titre. Inna Soufi Novi. Et je voulais la rime visuelle et sonore. Si un éditeur n'avait pas accepté avec ce titre, il ne m'aurait jamais publié pour ce livre. Parce que je n'étais pas du tout prête à le changer. Et pour ça, il faut d'abord savoir pourquoi on écrit d'autres en dehors du fait de vendre. Ah ben je suis aussi maintenant alsacienne si vous voulez. Hein. Donc moi, quand je vais à l'étranger, je parle toujours de Strasbourg. C'est là où j'ai étudié. C'est ma ville aujourd'hui. C'est l'Alsace. C'est une région très typique en France qui est très très belle. Donc on gagne à la connaître. Donc quand vous dites je suis sénégalais, j'habite en Alsace, les gens disent ah mais le froid, je vais vous dire, ça vous apprend juste à aimer le chocolat chaud. Et puis quand les Alsaciens vous adoptent, vous êtes vraiment chez vous. Donc oui, la multiplicité, pour moi, c'est l'identité d'aujourd'hui. On parle de mondialisation. Il n'y a aucune raison que les marchandises circulent et pas les humains qui les produisent. Donc pour moi, ma mondialisation, elle est effective depuis très très longtemps. Depuis plus de 20 ans, je ne me pose plus cette question. C'est vrai, quand j'arrive au Sénégal, ils me regardent comme... Certains me disent, ah, la française. Donc ils me disent, ah, bonjour, t'es arrivé quand? Nanana. Ah ben, quand est-ce que tu rentres? Ah ben, je suis supposé être chez moi. Donc ils devraient dire, quand est-ce que tu repars? Eh ben, quand je suis en France ou quand je voyage en Europe, on me regarde comme Fatou l'Africaine. Peut-être que c'est plus facile de voir ma couleur que de voir ce que je partage avec eux. Mais aujourd'hui, on doit reposer au niveau international la question de l'identité et du passeport et du droit à circuler. Vous savez, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme dit que tout être humain a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et tout être humain a le droit de partir de tout pays, y compris le sien, et de revenir aussi. Ça, on doit réinterroger cet article et le compléter. Parce que vous savez, les règles par rapport au respect territorial, par rapport aux frontières d'il y a quelques années ne sont plus du tout valables aujourd'hui. Ça ne correspond plus du tout à la réalité politique, économique, sociale d'aujourd'hui. Les gens voyagent. Il faut les briser ou les assouplir. Ce qui est certain, dire à un Sénégalais qu'il est né au Sénégal et qu'il doit être sédentaire comme un baobab, ça ne répond plus à aucune logique. Voilà, parce qu'il n'y a aucune raison que les autres viennent nous visiter ou parfois travailler ou investir chez nous et qu'on n'ait pas le droit de faire pareil. Parce que l'Afrique ne va pas se transformer comme un zoo où les gens vont venir nous observer et repartir sans nous. Donc il faudra que les gens qui viennent en Afrique puissent accepter que les Africains aussi accèdent à cette même mobilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cet article des droits humains, en réalité, cet article n'est effectif que pour les pays développés. Il n'y a que eux qui peuvent voyager librement et choisir leur résidence librement. L'Afrique doit pouvoir s'approprier ce qui vient des autres. Vous savez, les autres ne se gênent pas pour prendre ce qui les intéresse en Afrique. Regardez les peintures de Picasso, vous allez reconnaître nos masques. Voilà. Écoutez la musique classique parfois, on dirait de la kora. Donc il faut que l'Afrique soit consciente de ses richesses, mais que l'orgueil ne l'aveugle pas non plus. Nous pouvons être fiers sans être sectaires. Mais de la même manière, nous pouvons aussi apprendre des autres sans nous dénaturer. L'Afrique debout, comme disait David Diop dans Coup de pilon. J'aimerais bien que les lycéens, par exemple, au Sénégal, puissent se dire « Oh, si elle a étudié jusqu'à ce niveau-là, moi aussi je peux le faire ou je peux faire plus. » Parce que l'époque s'améliore. Donc je voudrais qu'on lutte contre la désespérance. Il faut arrêter de dire que tout va mal. Parfois, souvent ici, les gens ils disent « Je ne peux pas continuer les études parce que je n'ai pas les moyens. » Hey, ça c'est du n'importe quoi.
franchement, même en Europe, même en Amérique, il y a des étudiants, ils travaillent chez McDonald's pour payer leurs études. Donc je n'ai pas les moyens, ce n'est pas une raison d'arrêter les études. Et je pense que je suis très bien placé pour le dire. J'ai gagné mon premier salaire, j'avais 12 ans et demi, c'était à Banjul, Mbindan. Voilà, et je l'ai fait à Dakar, je l'ai fait ici, je l'ai fait à Strasbourg. Il faut que les gens déplacent la fierté. La fierté, ce n'est pas avoir les mains propres et réclamer de quoi vivre aux autres. La fierté, c'est transpirer pour faire fleurir sa propre vie. Et au Sénégal, on a parfois des fiertés mal placées. Donc, je suis désolée de dire ça. Ils vont peut-être m'insulter, mais je suis sénégalaise aussi et je peux le dire. Le travail rend les gens plus propres et plus dignes. Donc, il faut qu'on travaille. On dit le sous-développement, mais l'Europe, là, tout le monde veut aller en Europe. Après la guerre, c'était un tas de pierres. Il y a même des gens, ils avaient tellement faim qu'ils mangeaient des rats. Et aujourd'hui, quand on les regarde, ces pays-là, on a envie d'y aller. C'est parce qu'il y a des gens qui ont eu la fierté de dire « Je vais changer mon quartier, je vais changer mon village, je vais changer ma région, je vais changer mon pays. » Et nous, exactement, oui, le respect de l'heure, le respect de la qualité du travail. Pas du bricolage, du sérieux. Et les bonnes personnes à la bonne place. L'Afrique a besoin de ça. Et c'est pareil dans tous les pays africains. Il faut une révolution des mentalités. La bonne personne à la bonne place et le travail sera fait. Et s'il n'est pas fait, on le dégage, on met quelqu'un d'autre sans état d'âme. Puisque eux, ils sont chez eux, chez nous, mais nous, on n'est pas chez nous, chez eux. C'est pas juste. Mais je ne le dis pas pour rejeter les Français, hein. Je le dis juste parce que idéologiquement, c'est important qu'on se sente sur le même pied d'égalité. Oui. Et puis même, vous avez les Européens, quand ils arrivent en Afrique, ils sont dans les beaux quartiers. Les Africains, quand ils arrivent en Europe, ils sont dans les quartiers pourris. Donc l'échange n'est quand même pas le même. À un moment donné, il faut peut-être que la mondialisation va permettre de mettre les richesses à la portée de tout le monde, mais je n'y crois pas. Je pense que ce sont les Africains qui doivent se sentir tout à fait responsables pour prendre leur destin en main. Si l'Occident devait les aider, ce serait déjà fait. Et il suffit de mettre l'équivalent du budget de la Coupe du Monde dans un pays africain en même temps que la Coupe du Monde. Chaque année, enfin chaque Coupe du Monde, si on faisait ça, tous les pays africains seraient déjà développés. Le Sénégal, c'est 10 millions d'habitants. C'est moins important qu'une grande ville américaine. Si on voulait développer un pays comme ça, un seul pays européen peut le faire. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est pas une question de moyens, c'est une question de politique. Et une question de prise de conscience. Oui. Je ne comprends pas que les Africains puissent se mettre toujours, il faut nous aider, il faut nous aider. Mais non, quand votre maison brûle, vous n'attendez pas le voisin, vous commencez à éteindre. Je sais qu'ils luttent, je sais qu'ils travaillent en Afrique. Mais il faut qu'ils soient encore plus conscients que leur avenir est dans leurs propres mains, que ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est un gros mensonge. S'ils y croient, ils se trompent. Maintenant, peut-être que je suis pessimiste en disant ça, mais je ne peux pas dire le contraire parce que je ne le crois pas. Parce que moi, quand je me cassais la gueule, il n'y a personne qui est venu me sauver. Donc, et je pense qu'on peut mettre ça à l'échelle d'un village, d'un pays et d'un continent.